Alors, bonjour à tous. Merci d'être là, d'être présent à cette session. Donc, je laisse présenter Benjamin. Oui, bonjour à tous. Merci. Installez-vous, allez-y. Pas de souci. Bonjour à tous. Oui, donc merci d'être là aujourd'hui. Donc moi, je suis Benjamin Aubin, je suis senior manager au sein du cabinet Actuelia. Et aujourd'hui, je suis donc accompagné par Rosa, que je vais laisser se présenter pour cet atelier sur les modèles DFA en assurance non-vie. Ok, alors Rosa Adak, je travaille depuis plus ou moins 8 ans au sein de Ultimate Risk Solutions, qui est une maison de software actuariat. Et j'ai un background de réassurance. Voilà. Donc, tout le thème d'aujourd'hui, plus précisément. Allons-y. Alors, la présentation d'aujourd'hui, effectivement, va tourner donc autour des modèles DFA. Hop, on va voir ça en même temps. Voilà, merci. Et donc, on va commencer par une petite introduction sur ces modèles-là. Puis, on fera un focus sur un sujet qui nous intéresse particulièrement en ce moment, sur l'optimisation de la réassurance, grâce notamment à ce type de modèle, avec un exemple applicatif très simplifié pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce type de modèle en matière de gestion des risques et notamment d'optimisation de la réassurance. Alors, je commence avec... c'est pas facile de gérer ça comme ça, on va rester comme ça, c'est pas grave. Bonjour. Ce sera plus facile. Donc, on va commencer déjà par rappeler que effectivement, les modèles déterministes sont assez largement utilisés aujourd'hui au sein des compagnies. Ça marche plus. C'est pas grave. Ça marche pas? Non. Ça marche? Ok. Peut-être le mien. Allô? Ah, c'est bon, ça y est, ça remarche. Donc, sont assez largement utilisés aujourd'hui au sein des compagnies d'assurance non-vie pour évaluer les risques. Mais ce sont des modèles qui présentent, alors ça peut être un avantage et un inconvénient à la fois, une approche qui est simple et intuitive. Ça repose principalement sur des hypothèses et les calculs sont basés sur des valeurs moyennes. Et un seul jeu d'hypothèses, un seul jeu d'input va donner systématiquement le même résultat. Donc on voit déjà effectivement que c'est une première limite. Il y en a bien évidemment un certain nombre d'autres, parmi lesquels on va trouver une forte sensibilité aux biais et aux erreurs de spécification, la mauvaise prise en compte ou quasiment la non prise en compte de la variabilité intrinsèque des événements qui sont assurés, un manque de sophistication dans la prise en compte des corrélations entre les différents risques et une difficulté dans la prise en compte de l'incertitude et de la volatilité des variables clés. Et donc on va essayer de se tourner vers des modèles stochastiques qui sont des modèles plus sophistiqués et qui vont permettre de pallier certaines de ces limites, puisqu'on va pouvoir prendre en compte d'une meilleure manière la variabilité, l'incertitude et la corrélation entre les risques et entre les événements de manière plus rigoureuse. On va utiliser donc des techniques probabilistes et des simulations pour obtenir des distributions de pertes futures et évaluer les conséquences financières que ça peut avoir dans différents scénarios. Donc une des grosses différences effectivement avec les modèles déterministes, c'est qu'un même jeu d'input va donner potentiellement une multitude de scénarios différents à la fin, et c'est ça qui va nous permettre de construire nos distributions. Alors, en fait, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un modèle DFA. Et DFA, c'est Dynamic Financial Analysis. Donc, les modèles DFA intègrent en fait toutes les techniques stochastiques qui vient de vous montrer Benjamin, ainsi que des simulations pour modéliser les interactions entre les risques d'assurance, les risques financiers, actifs, passifs, et les décisions stratégiques de l'entreprise. Les deux premiers modules représentent à peu près 70%. C'est une des parties plus importantes en fait. C'est la modélisation des portefeuilles passés, run-off et actuels, et de la réassurance associée, ainsi que la modélisation prospective des portefeuilles de risque et de la réassurance associée. Ce sont ces deux gros blocs qui sont importants. Ensuite, il y a la partie active, qui est la modélisation des actifs financiers. Et enfin, d'autres modèles complémentaires. On peut penser au crédit de risque, par exemple. Donc, tout ça représente le modèle DFA complet. Ils sont utilisés pour évaluer et gérer les risques financiers de manière proactive et intégrée,
Contrairement aux approches traditionnelles, ce qui venait d'expliquer Benjamin sur la partie déterministique, qui se concentrent principalement sur des risques individuels. Les modèles DFA prennent en compte la dynamique complexe des interactions entre les différents facteurs de risque et les décisions de la compagnie. En simulant une multitude de scénarios possibles, ces modèles permettent aux compagnies d'assurance d'évaluer l'impact financier global de différentes stratégies de gestion de réassurance et de prendre des décisions claires pour optimiser la rentabilité et leur solvabilité à long terme. Ça, c'est 2 points importants, vraiment. Les modèles DFA permettent d'optimiser la rentabilité et leur solvabilité à long terme. C'est ce qu'on verra aussi en conclusion tout le long de ce processus. OK? Donc, quelles sont les applications possibles des modèles DFA en assurance non-vie? Donc, il y a la modélisation du capital économique, la définition d'une stratégie de développement basée sur l'allocation de capital économique et sur le RORAC, le Return on Risk Adjusted Capital, tout ce qui est évaluation d'un projet de fusion-acquisition ou l'évaluation des impacts d'un transfert ou d'une reprise d'un portefeuille, tout ce qui est définition d'une stratégie d'allocation d'actifs et d'optimisation de portefeuille financier, le provisionnement, la tarification et enfin l'optimisation de la réassurance. C'est le thème sur lequel on va se concentrer aujourd'hui dans cette séance. Ça va jusqu'à présent? OK. Oui, effectivement, on a choisi de se concentrer sur cette question de l'optimisation de la réassurance parce que depuis quelques années maintenant, le marché de la réassurance, s'est particulièrement durci. Alors principalement pour deux raisons. On va passer rapidement sur ces raisons-là. L'intensification des événements climatiques depuis quelques années et la forte inflation qu'on a connue sur les années un peu plus récentes, qui ont conduit effectivement à un durcissement assez sévère du marché de la réassurance, sur lequel, Rosa, oui, peut-être tu veux dire un mot. Exactement. Le marché de la réassurance s'est considérablement tendu ces dernières années, consécutivement à l'intensification des événements climatiques et au contexte inflationniste. Ce sont ces 2 points principaux. En fait, les 2 derniers renouvellements, on l'a constaté sur tous les marchés, en fait, qui a eu un effet très particulièrement difficile face aux exigences et à l'appétit au risque des réassureurs. Les compagnies d'assurance non-vie ont ainsi fait face à l'importante hausse des prix combinée à des réductions de capacité que le réassureur offrait sur le marché, en particulier sur les risques climatiques. Donc ça, tout le monde l'a vu. Justement, il n'y a pas de réassureur dans cette salle, c'est dommage. N'est-ce pas? Il n'y a pas de réassureur. Oui. OK. Vous confirmez que vous avez augmenté vos prix et que la capacité était... En fait, il y a un effet aussi rétrocession qui est important. Et parfois, donc ma frérée, Salma Chaïb, parfois la rétrocession fait que ça fait effet cascade. Et effectivement, c'est les assureurs qui prennent parce qu'ils ont des conditions, ils ne peuvent pas augmenter les primes d'autant que de l'inflation, enfin en tout cas plus que l'inflation. Et c'est compliqué pour les rassureurs. On a été pris en étau, quoi, si vous voulez. Je défends, enfin voilà. Je connais ma frérée, l'expérience de ma frérée. OK. Alors, l'assurance, justement, a joué un rôle fondamental pour les compagnies non-vie en leur permettant de céder une partie du risque associé à leur portefeuille, de renforcer leur solvabilité, d'accéder à l'expertise et aux capacités financières des réassureurs, ainsi que de stimuler l'innovation et le développement de nouveaux produits. En tant que pilier fondamental du secteur de l'assurance, la réassurance continue d'être un instrument vraiment indispensable pour assurer la stabilité et la durabilité des compagnies d'assurance non-vie dans un environnement en constante évolution. Donc, toujours ces 2 points sont fondamentaux. À ce titre, les compagnies doivent impérativement maîtriser tous les aspects du processus de réassurance, de l'analyse approfondie des portefeuilles sous-jacentes à la conception, l'optimisation, la négociation et la gestion des couvertures de réassurance sous contraintes internes, c'est-à-dire l'appétence au risque, et réglementaire, c'est-à-dire l'exigence en matière de solvabilité. Donc, c'est ce à quoi répond le modèle DFA de manière efficace à ces enjeux qu'on vient de voir. Effectivement, et donc c'est dans ce contexte un petit peu de marché de réassurance tendu
qu'on a jugé opportun d'axer notre présentation sur ce sujet-là. Et l'idée, voilà, c'est de vous présenter un cas pratique fictif et assez simplifié pour vous présenter un petit peu les différentes étapes de la mise en place et de la réflexion autour de ce modèle DFA pour arriver à la fin à ce que notre compagnie fictive elle puisse définir une stratégie de couverture en réassurance qui soit la meilleure possible pour elle, au regard de ses contraintes internes, bien entendu. Alors, notre organisme fictif, comme je vous l'ai dit, il est assez simplifié. C'est une petite compagnie non-vie qui a 2 portefeuilles, un portefeuille incendie et un portefeuille automobile. Chacun de ces portefeuilles sont réassurés. Ces portefeuilles présentent également des expositions CAT qui sont également réassurées. Mais la compagnie, effectivement, souhaite revoir sa stratégie de réassurance pour optimiser le RORAC attendu, donc le Return on Risk Adjusted Capital attendu pour ses portefeuilles. Et donc, elle va décider de mettre en place un modèle DFA. Alors, pour les besoins de notre cas pratique, et parce qu'on n'a pas non plus toute la journée pour vous présenter cela, on s'est limité à la modélisation des passifs. On ne s'intéresse pas ici à la modélisation des actifs, mais la modélisation des actifs dans un modèle DFA doit faire partie intégrante des choses qu'on modélise parce que les actifs ont aussi des interactions avec le reste. Alors, ce modèle DFA, on va le mettre en place en plusieurs étapes. Donc, on va d'abord commencer par choisir la segmentation de nos portefeuilles pour identifier les différentes sources de risque et les différentes choses à modéliser. Ensuite, on va passer justement, une fois qu'on a réalisé cette segmentation, à toute la préparation de données, toute la calibration de chacun de nos petits modèles. Et on va donc pouvoir modéliser nos portefeuilles bruts de réassurance selon cette fameuse segmentation. L'étape suivante va consister à modéliser la structure actuelle de notre assureur pour analyser les performances de cette structure et essayer de comprendre comment on pourrait optimiser cette stratégie de couverture. Et donc, on va trouver des stratégies alternatives qu'on va pouvoir également tester et dont on va pouvoir analyser les performances. Et ensuite, on va essayer de se baser sur un certain nombre d'indicateurs financiers et économiques qui vont nous permettre finalement de choisir la couverture de réassurance qui nous paraît la plus optimale. Alors, au niveau de la segmentation, c'est une étape qui est assez déterminante dans la constitution du modèle. Puisqu'une mauvaise segmentation ne va pas permettre de réaliser une bonne modélisation. Donc, jusqu'à quel niveau de finesse on va, quel niveau de profondeur, quel niveau d'analyse. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser au moment de la conception du modèle. Et dans notre cas pratique, on a décidé effectivement une segmentation assez simple et plutôt intuitive de retenir la ligne d'activité, donc automobile, incendie, et ensuite la typologie de sinistralité, puisque effectivement, quand on parle de réassurance, les différents traités permettent de couvrir différents types de sinistralité, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette segmentation-là. Donc un point d'attention important quand on choisit la segmentation, c'est de s'assurer qu'on va pouvoir disposer des données à la maille souhaitée, puisqu'on va vite se rendre compte que la qualité des données qu'on va mettre en entrée de nos modèles est quand même très importante. Alors, étant donné qu'on a retenu cette segmentation... Alors, juste avant de passer à ce détail d'information, donc là, on va faire une modélisation fréquence-sévérité de la partie du business de la branche incendie et automobile. Mais en fait, il y a différentes modélisations. Celle-là, c'est celle qui est classique en Europe. On peut modéliser par profil de risque, par expérience, par exposition, un blended entre ce qui est l'expérience et l'exposition. Donc, il y a différentes modélisations possibles et imaginables dans le monde des risques. Okay. Donc là, on a pris un cas fréquence-sévérité. Donc, et puis la partie 4 et non 4. Voilà. Oui, pour le coup, c'est un cas simplifié. Il y a une multitude d'approches qu'il est possible de retenir. Effectivement, Rosa parlait de la modélisation par profil de risque. Ça, c'est tout à fait imaginable de dire, voilà, j'ai un portefeuille, je vais le découper en tranches d'exposition, par exemple,
et calculer des informations moyennes sur chacune de ces tranches. Voilà, c'est une autre approche possible. Il ne faut pas se limiter à ça. Tout est envisageable, tout est imaginable. Il faut juste que ce soit bien adapté à son portefeuille, à ses risques et aux besoins qu'on veut en faire. Donc là, effectivement, comme on est dans un contexte d'optimisation de réassurance, c'est vrai que ça faisait sens de choisir cette segmentation au niveau de la typologie de sinistralité. Donc on va avoir besoin pour notre modélisation d'un certain nombre de données. Je vous disais effectivement la qualité des données est assez importante. On va avoir besoin de données sur les primes, sur les frais, mais également sur les sinistres. Et sur les sinistres, eh bien, il va nous falloir distinguer les sinistres catastrophes des sinistres non catastrophes, les sinistres graves des sinistres attritionnels. Donc là, on voit aussi qu'il y a une étape qui peut être faite dans quel est le seuil de sinistre grave, quel est le seuil en dessous duquel je considère que c'est des attrititionnels. Et au niveau des données sur les primes, pour pouvoir modéliser correctement les choses, eh bien, on va aussi devoir identifier, par exemple, la quote-part des primes qui est relative aux garanties catastrophes. Donc il y a une grosse étape de préparation des données quand on met en place ce genre de modèle. C'est important de bien réfléchir en amont parce que c'est déterminant. Si on construit mal les données dont on a besoin au départ, quelque part, on va se perdre un petit peu dans notre projet de modélisation et ça ne va pas aboutir. Donc cette étape-là est vraiment importante. Segmentation, préparation des données, s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut. Et ensuite, on pourra effectivement passer à la modélisation. Et les données, effectivement, doivent être adaptées à l'utilisation qu'on va en faire. Et donc, se poser la question, sur chaque segment de risque qu'on va identifier, quelle approche je retiens pour modéliser chacun de ces segments. Dans notre cas ici, on a retenu une approche par loss ratio sur la partie attrititionnelle, une approche fréquence-sévérité sur la partie des sinistres graves et une approche avec les modèles 4 pour toute la sinistralité catastrophe. Donc sur la partie attrititionnelle, donc sur notre branche incendie et notre branche automobile, on a un historique de données qui nous a permis d'obtenir un S sur P attrititionnel moyen de 68% en incendie avec un écart type de 7%, et sur la partie automobile, un S sur P moyen de 52% et un écart type de 12%. Donc ça, c'est les paramètres qu'on va intégrer dans notre modèle et qui nous permettent justement de pouvoir avoir différentes sorties possibles au moment du modèle, puisqu'on va définir une loi. Donc là, pour notre loss ratio, on a retenu la loi log normale pour modéliser ce loss ratio, et on va donc lui calculer ces paramètres à cette loi sur la base des indicateurs de moyenne et d'écart type qu'on a retenus sur nos portefeuilles. Donc ça, c'est la partie sinistralité attrititionnelle, préparation des inputs. On définit nos paramètres, on définit notre loi, et ça nous fait un module de modéliser. Alors là, ici, on vous le présente très rapidement, mais c'est un travail qui se fait de manière un peu assez rigoureuse quand même. Ensuite, on va modéliser sur la partie risque grave. Donc sur la partie risque grave, on a besoin, comme on a retenu une approche fréquence-sévérité, d'une fréquence et d'une sévérité. Alors la fréquence, pour le coup, c'est plutôt assez simple à modéliser. Ici, dans notre cas pratique, on a pris en moyenne un sinistre sur l'incendie et 1,5 sinistre sur l'automobile. En revanche, sur la sévérité, là, ça se complique un peu parce que dans ce genre de sinistralité, parfois on a un certain nombre de points, mais parfois on en a beaucoup moins. Donc, il convient effectivement d'adapter l'approche pour définir sa loi de sévérité. Et là, en l'occurrence, dans notre cas pratique, on avait suffisamment de points pour utiliser une méthode de curve fitting pour identifier la loi de probabilité la plus adaptée et ses paramètres. Et effectivement, au niveau des sinistres, il faut avoir des données assez robustes pour pouvoir fitter. Autrement, on utilise la méthode des moments, donc, ou sinon des risques process. Donc voilà, vraiment, la première étape est la modélisation de vos branches. On peut modéliser de différentes manières, mais ce qui est important, c'est vos données. Et comment vous les modélisez, c'est la base. Après, le processus, il se fait un peu plus de manière fluide. OK ?
Et en annexe du document que vous retrouverez sur le site du Congrès, vous avez quelques étapes justement dans la calibration des lois de sévérité sur l'incendie notamment. Et justement, on détaille un petit peu plus en disant sur quels critères on s'est basé pour choisir la loi gamma transformée inverse, et à la fois les critères basés sur des estimateurs, mais également sur des indicateurs graphiques. Des tests d'adéquation. Okay. Alors là, Benjamin, il a modélisé toute la partie non CAT. Là, on va voir la partie CAT. En fait, la partie CAT, les informations proviennent des plateformes CAT Modeling, parce que c'est de là qu'ils vont provenir ces informations pour par exemple, l'incendie. Donc, on a des informations qui arrivent directement de là, c'est-à-dire il y a l'identificateur de l'événement, la probabilité de l'événement, les pertes moyennes, l'écart type, l'exposition. Ça, c'est les informations fondamentales, nécessaires pour pouvoir analyser le portefeuille 4. Et quand on a ces informations-là, on arrive à extraire les courbes OIP et AIP, c'est-à-dire occurrence et aggregate des exceedance probability. Donc, ce qui nous permet d'avoir ces courbes-là. C'est ça qui va nous permettre ensuite de l'intégrer dans notre analyse de nos risques. Et en fait, encore une fois, hein, j'insiste sur la qualité des données. Pour avoir ce genre d'informations-là, qu'on va tirer des plateformes de modélisation 4, eh bien, il faut qu'on ait aussi derrière les expositions suffisamment bien détaillées dans nos systèmes d'information. Donc ça, encore une fois, la qualité des données est un enjeu vraiment majeur dans ce genre de modélisation, pour obtenir justement des tables d'événements 4 qui sont robustes. En fait, l'idée de ces tables 4, c'est qu'on donne nos expositions, ça passe dans des modèles 4, et ensuite, ça nous retourne en fonction de nos expositions, les probabilités de fréquence de chacun de ces événements, avec la perte moyenne associée à chacun d'entre eux, l'écart type et ce genre de choses-là. Et ces informations-là vont permettre d'être intégrées dans le modèle pour simuler, puisque l'objectif, c'est toujours de simuler des sinistres attritionnels, des sinistres graves, des sinistres 4, donc pour nous permettre de simuler des sinistres 4. Modèle, exact. C'est exactement ce qu'il vient d'expliquer. Donc, c'est là qu'il va y avoir les 3 étapes. La simulation de l'événement 4 à partir d'une noix de poisson. Ensuite, à partir de ces 2 tables, on va agréger par rapport à l'identificateur de l'événement qui va donner les IP. Et puis, on va simuler les pertes 4 et affectations par source de risque, selon les 2 cas aujourd'hui, l'incendie et l'auto, et selon la répartition des événements tirés de manière aléatoire. Voilà. Ça, c'est la partie 4 qui va être intégrée à l'autre process qu'on a vu précédemment pour la modélisation des risques, des larges losses et des sinistres attrititionnels. Donc on arrive à la fin de la modélisation de nos portefeuilles bruts, puisque on a modélisé notre portefeuille incendie, notre portefeuille auto. Dans notre cas, on a retenu un certain nombre d'hypothèses statiques sur les primes, les taux de frais, que ce soit frais d'acquisition ou autres frais, et des éléments dynamiques sur la sinistralité pour chacun de ces 2 portefeuilles. Alors, on présente ici quelques synthèses pour rappeler les chiffres. Donc, en termes d'éléments statiques, on va avoir 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le portefeuille incendie, 45 sur le portefeuille auto, des frais d'acquisition de 10% en incendie, 15% en auto, et des autres frais de 8% en incendie et 10% en auto. Et ensuite, ici, vous avez un tableau de synthèse finalement de tous les modèles qu'on a construits. Donc sur l'incendie, les 3 modèles attrititionnels, graves, catastrophes, avec les paramètres qui nous ont été retenus, et pareil sur l'auto. Donc ça, c'est première grosse étape, modélisation des portefeuilles bruts. Et donc il nous reste finalement à modéliser la partie réassurance, et notamment la structure actuelle de la compagnie, qui est présentée donc ici, avec un traité code par incendie sur lequel intervient un XS ensuite. Pareil sur l'auto, avec un code par auto et un XS qui intervient. Je précise que c'est hors catastrophe, ces traités-là. Et un XS4 qui intervient en travers sur tout le portefeuille. Donc quand on modélise ces structures de réassurance, eh bien, c'est important de modéliser les conditions de ces traités. Donc, par exemple, sur le code par incendie, on précise effectivement que notre traité va s'appliquer sur
la source de risque attritionnel est grave. En l'occurrence, sur l'incendie, le taux de cession est à 30%, avec une commission de réassurance qui est à hauteur de 18%. Et on paramètre aussi les caractéristiques de notre traité XS. Et sur l'XS, ce qui est important de noter, c'est le fait qu'il intervienne justement sur la rétention après quote-part. Et c'est ce qu'on peut voir ici dans le petit cadre qui est là, ici, donc ce qu'on appelle les ignorance. On voit qu'il intervient effectivement après quote-part incendie. Donc on va faire la même chose sur la partie auto pour définir les conditions des traités. Et ensuite, on va faire la définition du traité XS4. Alors sur le traité XS4, ce qui est important de retenir aussi, c'est que c'est un traité qui intervient en transversal sur la branche incendie et auto. Et donc, comme on veut analyser les performances de notre structure de réassurance et potentiellement optimiser cette couverture, eh bien, il est important de réaffecter le coût de ce traité sur chacune des sources de risque incendie et auto pour pouvoir construire les indicateurs dont on a besoin. Donc pour réaffecter ce coût du risque, une fois qu'on a défini tous nos paramètres de modèle, on va lancer un certain nombre de simulations et on va pouvoir, sur la base des résultats de ces simulations, eh bien, dire que le traité XS4, 53% de son coût provient du risque incendie et 47% provient du risque auto. Après avoir modélisé nos risques, avoir choisi la typologie de modélisation, on a affecté les traités de réassurance qui est en cours. Et maintenant, on va analyser les résultats. On va commencer par analyser les résultats globaux sans la REAS et avec la REAS pour voir l'impact du coût de la REAS. Donc ici, on voit sur ce premier graphique, cette courbe, on voit en fait l'operating profit, c'est la variable qu'on a accumulée, qu'on a simulée, pour voir sans la REAS, quel serait le profit. En fait, le profit serait de l'ordre de 5 millions, mais l'écart type serait de 11 millions. Alors qu'avec un transfert du risque de cette compagnie, effectivement, on transfère le risque, on transfère aussi une partie des résultats. Donc, l'operating profit avec la réassurance serait de 225 millions. Donc, ici, et par contre, l'écart type, vous voyez que l'amplitude, elle est très réduite par rapport au premier graphique. Elle est seulement de 2 millions au lieu de 11. Donc, combien vient à coûter que serait le coût de la réassurance? C'est de l'ordre de la différence des deux, de 4,8 millions en moyenne, ce qui est un coût très important. Eh oui. OK. Donc effectivement, on voit quand même que la réassurance joue bien son rôle de transfert de risque. Néanmoins, on voit qu'elle coûte quand même assez cher. Et du coup, notre compagnie, effectivement, se dit peut-être que je peux faire quelque chose pour essayer d'optimiser un petit peu ce coût de réassurance tout en continuant de réduire mes risques. Par contre, effectivement, en contrepartie, je vais peut-être moins les réduire aussi. Là, on l'a vu au niveau global. On va approfondir notre analyse parce qu'on a modélisé un traité auto et un traité incendie. Donc, on va analyser les résultats distinctement. Donc, on va voir la partie incendie au niveau des résultats techniques. Ici, on voit l'operating profit, il est aux alentours de 2 millions, mais l'écart type, il est de 4 millions. Et on voit, en appliquant la REAS, on réduit effectivement le résultat. Il passe à 300 000 et quelques. Et par contre, on réduit également la volatilité, donc qui passe à 1 million. Et là, le coût de la REAS, il est plus ou moins de 1,6 million. Donc déjà, on voit que ce n'est pas l'incendie qui va impacter. On va voir la même chose au niveau de l'auto. Et ici, pareil, on voit exactement la moyenne, elle est aux alentours de 3 millions sans REAS. Donc, et l'écart type, il est énorme, de 10 millions, donc il y a un gros risque. Et par contre, si on impacte la REAS, on voit bien que déjà, on passe en négatif. Donc, le réassureur, il faudra trouver une autre stratégie de REAS pour le faire accepter ce traité. Donc, par contre, on voit très bien que l'écart type, il passe de 10 millions à 1 million. Donc, le coût de REAS est de 3,6 millions.
3,2 millions. Donc ici, c'est là qu'on va étudier. Ça, c'est la stratégie qui peut être en cours sur le marché. On va utiliser des stratégies alternatives qui vont pouvoir, disons, réconforter ma frère pour pouvoir accepter la stratégie de REAS. Donc c'est là qu'on va commencer à faire une étude d'analyse. On va appliquer des stratégies, des conditions techniques différentes pour donner l'envie aux réassureurs de prendre le risque. OK ? Vous suivez pour le moment ? OK. Donc effectivement, à la lumière de ces premiers résultats et des distributions qu'on vient de voir, on se rend compte effectivement que la réassurance coûte relativement assez cher sur la partie auto. Et on se dit, peut-être qu'on va essayer de travailler sur la réassurance sur l'auto pour essayer d'optimiser notre structure. Donc ces distributions qu'on a vues, elles nous permettent d'obtenir les quantiles de notre fameux résultat technique et de définir, alors c'est une façon de le faire, ce qu'on appelle ici le capital économique à partir du quantile 0,5%. On a la vision brute et la vision avec la structure de réassurance actuelle. Ça nous permet donc d'estimer ce fameux capital économique à l'aide effectivement d'une méthode d'allocation de capital économique, puisque là on le regarde sur la partie globale, mais ensuite il faut l'affecter sur la branche incendie et la branche auto. Tout ça pour finalement à la fin calculer le RORAC attendu en faisant le rapport justement entre l'espérance de résultat technique, enfin la moyenne, et ce fameux capital économique. Et ici, on se rend compte que les analyses qu'on a regardées précédemment, elles nous disaient que sur l'incendie, la réassurance, elle avait un certain coût. Mais quand on regarde le RORAC, effectivement, le coût, il nous paraît relativement acceptable. En revanche, sur l'auto, on voit que la réassurance qu'on a mis en place actuellement, elle nous coûte vraiment extrêmement cher en termes de RORAC. Donc, on va essayer d'optimiser ce moins 4,65% pour justement avoir quelque chose de plus acceptable pour notre compagnie. Donc ça, c'est ce que je viens effectivement de vous expliquer avec donc le moins 4,65% qu'on va chercher à optimiser. Et donc pour ça, grâce à nos modèles et à toutes les informations qu'on va pouvoir en tirer, on va pouvoir faire un certain nombre d'analyses et notamment des analyses sur les statistiques des traités. Et on va se rendre compte que nos traités XS, ici, ils ont une probabilité d'entrée qui est quand même assez forte. Donc on peut s'interroger sur la pertinence de la priorité qu'on a positionnée sur ces traités et se dire peut-être qu'il faut que je mette la priorité plus haut pour que ces traités jouent peut-être moins souvent et me couvrent vraiment dans les cas les plus extrêmes et pas aussi souvent. Donc ça, c'est une première hypothèse, d'augmenter les priorités. Et on peut également, a priori, définir une seconde approche potentielle qui est donc la mise en place d'une franchise aggregate annuelle. Donc c'est ce qui va définir nos stratégies alternatives 1 et 2, avec une augmentation dans la stratégie alternative 1 de la priorité du traité à 1 500 000 au lieu de 500 000 actuellement, et dans la stratégie alternative 2, la mise en place d'une franchise aggregate annuelle d'1 million d'euros. Alors, un point qui est très important quand on fait ce type d'exercice, c'est qu'on est capable de calculer un rate online technique. Néanmoins, pour que l'exercice soit pertinent, il faut essayer aussi de se mettre dans les conditions de marché. Et donc de prendre en compte, quand on calcule notre rate online, de prendre en compte les exigences de marge des réassureurs. Parce qu'ils ont aussi, et c'est normal, des exigences de marge. Et donc, pour l'analyse qu'on va en faire derrière, pour que ce soit pertinent et qu'on puisse dire, voilà, c'est vraiment telle stratégie, elle produit tels indicateurs et j'ai confiance en ces indicateurs, il faut aussi prendre en compte ce type d'hypothèse. Et donc, on va calculer effectivement, pour ces stratégies alternatives 1 et 2, on va recalculer un rate online technique, mais qui va intégrer la notion de marge attendue des réassureurs pour avoir plutôt un rate online de marché. Et donc ensuite, on rejoue nos simulations, on relance nos simulations et on regarde les impacts de nos différentes stratégies sur le RORAC. Donc ici, on a en bleu la stratégie actuelle, en vert la stratégie où on augmente la priorité et en rose la stratégie où on a mis en place une franchise aggregate annuelle. Et ce qu'on peut voir après cette première stratégie alternative, en tout cas ces deux premiers jeux de stratégie alternative, c'est que le fait de remonter la priorité,
semble être plus efficace que la mise en place de la franchise aggregate annuelle. Alors du coup, on va procéder par tâtonnement et on va continuer, on va essayer d'aller définir des stratégies alternatives complémentaires, donc la 1 bis et la inter, où on va jouer cette fois-ci. Alors on va abandonner l'idée de la mise en place de la franchise aggregate annuelle et on va insister sur la partie augmentation des priorités des traités. Et donc dans la stratégie 1 bis, on va passer à 2 millions et la stratégie inter, on va passer à 2,5 millions. On va rejouer nos simulations et finalement, on va se rendre compte que voilà, lorsqu'on regarde les stratégies 1 bis en orange et inter en violet, eh bien, on obtient effectivement des RORAC positifs sur l'auto, ici, à 0,81 avec la 1 bis et à 2,65, si je lis bien, 2,65 sur la inter. Et donc, on se dit, on est sur la bonne voie. Néanmoins, en tant que gestion des risques, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Et donc, il faut construire aussi un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'analyses pour aider justement à la prise de décision de la part de la gouvernance. Ça, c'est ce qu'on construit par la suite. Donc, on vérifie effectivement d'abord que ici, le fait d'augmenter les priorités mécaniquement, forcément, ça fait baisser les probabilités d'entrée dans nos traités. Donc, c'est ce qu'on a imaginé semble être efficace. En contrepartie, comme on a augmenté les priorités, forcément, notre capital économique, eh bien, lui, il augmente également un petit peu. Et finalement, toute la question, c'est de savoir quel est l'équilibre que je veux entre capital économique et RORAC attendu. Et donc, pour ça, je vais pouvoir regarder des représentations type box plot pour me rendre compte entre les différentes stratégies, laquelle a l'amplitude la plus importante, quels sont les quantiles. Donc on voit effectivement que dans notre cas ici, les différences entre les différentes stratégies ne sont pas vraiment majeures, mais on a quand même effectivement de moins en moins de couverture, ce qui est normal. Mais on est sur quelque chose qui est assez cohérent en termes de risque porté, in fine, par la compagnie. Et donc, l'idée, c'est de proposer ce genre d'indicateur-là à la gouvernance pour prendre sa décision sur est-ce qu'elle préfère la stratégie 1 bis ou est-ce qu'elle préfère la stratégie inter, en sachant que la stratégie 1 bis ici, elle est plus couvrante, donc effectivement le capital économique est plus faible. Néanmoins, eh bien, le RORAC attendu est également plus faible. Donc à travers des représentations de ce type sur qu'on appelle les courbes d'efficience, eh bien, on va pouvoir proposer un certain nombre d'indicateurs à la gouvernance sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour prendre une décision en fonction de leur appétit au risque. C'est la courbe d'efficience. En fait, plus on fera de stratégies, là on a fait la partie des priorités, on peut mettre des reconstitutions, on peut mettre un agrégat deductible, on a plusieurs conditions techniques qu'on peut évaluer et faire des tâtonnements, des stratégies pour voir où va se situer ces stratégies dans la courbe d'efficience, c'est-à-dire par rapport au capital qui va être alloué et par rapport à la rentabilité. Voilà. Donc, c'est un moyen d'aller évaluer par rapport aussi à la stratégie de la compagnie. Est-ce qu'elle est apte au risque ou pas? Est-ce qu'elle a les moyens de se permettre d'allouer le capital ou de transférer du risque? Donc, c'est vraiment une décision de management. OK? Des questions? Oui. 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 Oui, là, c'est un exemple simple parce qu'on n'a pas voulu s'embêter à recalculer le capital économique en formule standard. Oui. Exact. C'est ça. Oui. En fait, ça fait partie du modèle que tu mets en place. Tu as effectivement plein de choix. Une panel de choix, un panel de choix. Et si tu décides de te fixer comme indicateur la formule standard et les SCR qui en sortent, c'est un choix. Tu peux aussi te détacher de cette vision-là pour des besoins de gestion des risques internes propres à l'entreprise. Tout va dépendre de Et après, tu peux faire des comparaisons selon la méthode. Exactement ça. Tu as bien capté le... Voilà.
Mhm. Mm. Oui. Si. Ah, Mhm. D'ailleurs, effectivement. ces plateformes, enfin, cette analyse, c'est ça qui va vous permettre de négocier avec ma frère. Je ne veux pas l'oublier. Et de pouvoir traiter et voir selon les conditions. Exactement. Avec égalité. Vous êtes sur le même pilier. Exact. En Vous êtes fait, bien. l'indicateur que tu te fixes, il est vraiment toi, pour ton choix à toi, c'est quoi tes critères. Après, effectivement, en parallèle, il vaut mieux aussi construire les indicateurs réglementaires pour avoir un langage commun avec le reste de la place. Mais ton choix, tu vas vraiment le baser sur tes propres indicateurs. Après, effectivement, en fonction de la stratégie que tu décides de mettre en place, tu complètes aussi ces analyses-là par ça donne quoi sur les indicateurs réglementaires. Parce que si ça te convient, mais qu'en termes d'indicateurs réglementaires, tu sors des clous, c'est pas une bonne situation. Donc voilà, exemple simplifié, mais c'est pour montrer en termes de gestion des risques ce que peuvent apporter aussi ces modèles DFA. Bon, là, c'est un exemple sur l'optimisation de la réassurance. Rosa a évoqué plein d'autres sujets imaginables, et notamment les calculs de capital économique en vision réglementaire ou interne, qui peuvent être apportés par ces modèles-là. Donc c'est vraiment des outils qui sont très intéressants en assurance non-vie, surtout dans le contexte actuel et d'évolution constante du monde dans lequel on vit, avec l'intensification de certains risques, ce genre de choses-là. Attends, j'arrive. Bonjour, Yvan Murzeau. Donc j'avais deux questions. Vous avez commencé la présentation en précisant que donc le modèle était quand même très dépendant de la segmentation initiale. Donc est-ce que vous avez fait quelques études de variabilité par rapport à votre jeu de données initial? Et la seconde question concernait justement, enfin elle est un peu liée quand même à la première, puisque vous avez utilisé comme paramètre la sinistralité attritionnelle ou grave. Or, vous l'avez mentionné, ça dépend donc du seuil qu'on utilise. Et est-ce que donc vous avez fait varier ce seuil pour calculer vos modèles en fait? Alors, en fait, la modélisation des risques, effectivement, on peut aussi revoir quand on varie les seuils, mais comme on est parti d'un seuil très bas, de 500 000, donc ce n'est pas un problème parce qu'on part d'un seuil plus bas et on augmente la priorité. Mais tu prends un seuil de ça, plus ou moins, il y a des méthodes. Donc, on prend un seuil, si on prend une part d'une priorité basse de 500 000, c'est notre cas. Ensuite, on augmente à 1,5 million. Donc, le seuil qu'on a pris était déjà en dessous. Donc, on a de la sinistralité. On a un jeu de données qui est déjà assez robuste. Et il devient encore plus robuste quand on monte de priorité automatiquement, parce que l'échantillon, il est là. Donc, ça, et on peut aussi revoir la modélisation des risques, c'est-à-dire faire des stratégies sur le risque direct, aller évaluer différentes modélisations. C'est-à-dire qu'on a fait les sinistres graves. On pouvait aussi aller à un niveau de granularité plus fin, c'est-à-dire aller modéliser les petits sinistres, les moyens sinistres, les grands sinistres. On a des distributions différentes. Donc, il y a vraiment... chaque actuaire modélise selon sa sensibilité. Oui, très bien. Oui. Alors Oui. là, pour le coup, c'est vraiment un exemple fictif. C'est un cas pratique. On n'a pas fait d'analyse particulière pour construire ce petit cas pratique. Mais effectivement, quand on met en place ce genre de modèle, comme je l'ai dit, il y a une grosse phase au départ sur le choix de la segmentation, sur quel niveau de seuil de grave je mets. Donc je vais réaliser un certain nombre d'études pour définir un seuil de grave peut-être sur l'incendie, un seuil de grave sur l'auto, un seuil de grave sur l'ARC, qui va varier en fait en fonction des branches. Donc oui, la préparation des données est primordiale.
Et on peut tester le modèle avec différents seuils, ça, c'est pas un problème. Là, c'est juste que ça demande plus de travail parce qu'il faut recalibrer à chaque fois toutes les lois. Mais bon, pourquoi pas? Après, ça peut être aussi quelque chose d'envisageable. C'est ce qu'on a dit. Hein. La modélisation de vos branches, c'est ce qui va consommer un maximum de temps. Parce que c'est ça vos données. Comment vous allez modéliser ce que vous avez comme données? La qualité des données, c'est vraiment fondamental pour avoir des résultats de sortie qui soient, disons, cohérents, qui soient justifiés. OK? On insiste vraiment, Yvan, si, c'est une bonne question. D'autres questions? Je me suis déjà présentée tout à l'heure. Du coup, juste le point que je partage sur le fait d'intégrer la marge du réassureur dans le rate online, comment on fait quand on est dans un monde où la marge du réassureur est plus du tout normée, comme c'était le cas ces 2 dernières années, où on a eu un payback sur les grêles, etc. Et donc, du coup, la marge habituelle, elle est juste plus modélisée ou plus modélisable. Alors, on prend des hypothèses. On va dire, par exemple, le réassureur, il a un RORAC attendu de 10% sur le capital économique que va lui générer le traité de réassurance en question, par exemple. Donc, c'est une hypothèse qu'on peut prendre. On peut essayer de le recalculer aussi à partir des tarifs des traités qu'on a actuellement, qu'on connaît, sur la base de la sinistralité que notre portefeuille génère. Parce que le réassureur, lui, il fait ce genre d'exercice également. Donc, il calibre aussi ses prix de couverture de la même façon que ça. Donc voilà, après c'est une hypothèse, un travail calculatoire qui peut être fait, mais ça reste effectivement de l'hypothèse. Ce qui est intéressant derrière, c'est que par rapport à l'hypothèse qu'on a prise, quand ensuite on est en phase de négociation avec les réassureurs, ça nous donne aussi une idée de la marge que le réassureur intègre dans sa proposition. Exact, ça c'est important. Donc ça nous donne une idée comme ça, et ce type de modèle nous permet également, quand on reçoit la proposition du réassureur, qui peut être un petit peu différente sur certains paramètres des traités, eh bien de pouvoir la tester, de pouvoir regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat, et est-ce que le résultat que ça donne en termes d'indicateurs sur le RORAC, sur le capital économique, ce genre de choses-là, nous convient pour prendre la décision. Parce que souvent, quand on souscrit des traités de réassurance, finalement, on ne sait pas trop quel est réellement le niveau de couverture, qu'est-ce que ça donne. Donc avec ce genre d'outils-là, effectivement, ce genre de modèle qu'on met en place, eh bien, on est capable d'estimer l'impact que va avoir le traité qui nous est proposé sur le capital économique, sur le RORAC attendu, ce genre de choses-là. Donc c'est aussi un outil d'aide à la prise de décision quand on a des propositions des réassureurs pour pouvoir justement acter ou non ou potentiellement demander une autre proposition en changeant tel ou tel paramètre. Ça permet d'avoir un échange proactif et constructif aussi avec les réassureurs. On part sur la même base. En fait, on parle des mêmes choses parce qu'on part sur les mêmes données. En général, la compagnie envoie les données aux réassureurs et les réassureurs modélisent les risques à sa manière, en impactant aussi des analyses de LDF, de développement des triangles, des paramètres sur la revalorisation des sinistres. Donc là aussi, les études sur les indices qui sont impactés sur les sinistres sont spécifiques aux réassureurs. Donc tout ça permet aussi de voir un peu la marge que pourrait prendre le réassureur par rapport à la compagnie, puisqu'on part sur les mêmes données. Après, c'est la manière de modéliser qui peut être défendable ou pas. Okay. Bon, je vois que l'heure a particulièrement avancé, on est un petit peu en retard. Donc, OK. On fait voir les résultats, au moins les... Okay. On y va. On y va, OK. C'est bon, alors on va à la conclusion. Si on est en retard, c'est pas la peine. Oui, non, mais en fait, oui. Okay. Vas-y, Rosa, je te laisse conclure. Sur... Alors, c'est exactement comme on a commencé. On va terminer. Donc, les modèles d'analyse financière dynamique, qui sont ces modèles DFA, représentent une avancée significative dans le domaine de la gestion des risques pour une compagnie d'assurance non-vie, parce que ça, c'est vraiment important. Leur capacité à intégrer les différents facteurs de risque et à simuler une multitude de scénarios offre aux assureurs une compréhension plus approfondie et nuancée des risques et des implications financières dans leur activité. Ça, c'est vraiment
Effectivement, grâce à cette approche, les compagnies d'assurance peuvent mieux anticiper les événements extrêmes et les tendances économiques fluctuantes, ce qui permet de renforcer leur résilience financière face aux incertitudes du marché. En effet, l'intégration des modèles DFA dans le processus décisionnel, c'est ce qu'on a vu tout le long, que c'est vraiment c'est un moyen de prendre une décision stratégique et qui aide les assureurs à identifier les sources potentielles de vulnérabilité et à mettre en œuvre des mesures de gestion de risque plus efficaces. En simulant les impacts combinés des risques d'assurance, des risques financiers et des décisions de gestion, les modèles DFA offrent une vision vraiment globale qui est essentielle pour maintenir la solvabilité et la rentabilité à long terme. Okay, ce sont ces 2 points fondamentaux pour une compagnie d'assurance. Oui, et effectivement, comme on l'a dit, ils offrent une forte valeur ajoutée en permettant donc une gestion proactive et intégrée des risques, qui est donc indispensable pour les compagnies d'assurance dans cet environnement en constante évolution pour assurer donc leur pérennité et leur compétitivité. On vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas à passer nous voir sur le stand Actulia si vous avez des questions. On sera ravis d'y répondre. Et sinon, vous avez également nos coordonnées dans les slides si vous avez des questions ultérieures. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Merci.